Pour construire ça, les hommes ont dû faire couler un fleuve entier à l'envers. Ça sonne comme une idiotie absolue, un truc qui va contre les lois de la physique et contre le bon sens. Mais des milliards de tonnes d'eau se sont vraiment mises à couler dans l'autre sens, juste parce qu'un groupe d'ingénieurs en a décidé ainsi. Un barrage hydroélectrique, ce n'est pas simplement un énorme mur de béton qu'on plante au milieu de l'eau en espérant qu'il retienne quelque chose. C'est la façon la plus chère, la plus dangereuse et la plus absurde, du point de vue de la nature sauvage, d'obtenir de l'électricité propre, où chaque erreur coûte la vie de villes entières en aval. Dans le monde, il n'y a qu'une poignée d'entreprises capables de réussir un tel tour de force. Parce que si tu te trompes, ne serait-ce que d'1 centimètre dans le calcul de la pression de l'eau, cette masse gigantesque explose tout simplement sous le poids du fleuve et emporte tout sur des centaines de kilomètres à la ronde. Le grand paradoxe d'un méga-barrage, c'est qu'on ne peut pas le construire dans l'eau. Tu ne peux pas juste amener des toupies de béton, les vider dans le courant et espérer que ça prenne. Le fleuve emportera tes millions de dollars avant même que tu aies eu le temps de signer la première facture de chantier. C'est pour ça que la construction commence par un truc incroyable. Il faut d'abord supprimer le fleuve sur ce tronçon. Les ingénieurs font sauter les rochers autour à l'explosif et percent des tunnels colossaux dans des montagnes de granit. Ces trous dans la roche doivent faire des kilomètres de long et être aussi larges qu'une autoroute à plusieurs voies. C'est seulement après ça qu'on balance dans le fleuve d'énormes blocs de pierre et qu'on coupe complètement le lit naturel. L'eau, qui coulait ici depuis des milliers d'années, se cogne d'un coup contre un mur et se retrouve obligée de faire un détour par de sombres labyrinthes souterrains. Quand l'ancien lit s'assèche, il reste au fond de la boue, des milliers de tonnes de vases et des rochers à nu. Et c'est là que commence le véritable enfer pour les constructeurs. Bâtir une hydroélectrique, c'est une guerre contre le temps et contre la pression. Pour que le mur supporte le poids de la retenue, il faut littéralement le visser à la planète. Les ouvriers nettoient le fond jusqu'à la roche-mère solide, en lavant chaque miette d'argile. Parce que s'il reste sous le béton ne serait-ce qu'un peu de boue, l'eau trouvera cette fissure, minera les fondations et toute la structure s'effondrera. Le volume de béton qu'on coule dans ces ouvrages est difficile à concevoir. On parle de dizaines de millions de mètres cubes. Si tu mettais tout ce béton bout à bout en une seule ligne, tu pourrais construire une route qui fait le tour de l'équateur. Mais ici surgit une autre idiotie d'ingénierie contre laquelle il faut lutter. Quand le béton prend en si grande quantité, il dégage une quantité de chaleur monstrueuse. La réaction chimique à l'intérieur du mur est si puissante que le béton peut chauffer jusqu'à 70 degrés Celsius, presque 160 degrés Fahrenheit. Si tu le laissais refroidir tout seul, il se fissurerait de l'intérieur sous son propre poids et se transformerait en sable avant même qu'on y laisse entrer l'eau. Pour que le barrage géant ne se brûle pas lui-même, on lui monte à l'intérieur des milliers de kilomètres de tuyaux dans lesquels on fait circuler de l'eau glacée 24 heures sur 24. En pratique, les constructeurs dressent un frigo géant de la taille d'un gratte-ciel au milieu de ce qui était un fleuve. Les gens passent des années et des milliards de dollars sur ce mur, dans un seul but: forcer l'eau à tomber d'une grande hauteur en un point précis. À l'intérieur de cette montagne de béton se cache le cœur de la centrale, les salles des machines où trônent des turbines gigantesques. Ces engins pèsent chacun comme plusieurs avions de ligne. Et leurs pales sont fabriquées dans des usines spéciales qui, dans le monde, se comptent sur les doigts d'une main. Tu ne peux pas commander une pièce pareille dans une fonderie ordinaire. L'équilibrage doit être digne d'un horloger. Parce que quand des millions de litres d'eau sous une pression folle frappent les pales, la moindre vibration déchiquetterait le rotor en métal et il partirait à travers le mur de béton comme une balle de pistolet. Le principe de fonctionnement est ici on ne peut plus simple, presque primitif, mais poussé à une échelle de folie. L'eau de la retenue tombe par des tunnels spéciaux
pousse les pales de la turbine qui se met à tourner à une vitesse démente et entraîne le générateur qui produit le courant. Plus le mur est haut, plus la pression est forte et plus les villes reçoivent d'énergie. Mais pour ce courant soi-disant gratuit, il faut payer un prix énorme, un prix qu'on ne met souvent pas dans le devis. Quand tu coupes un grand fleuve, la vie en amont change pour toujours. L'eau se met à inonder des milliers de kilomètres carrés de terre. Sous l'eau disparaissent des forêts, des champs, des villages et parfois même des villes historiques entières. Les ingénieurs doivent reloger des centaines de milliers de personnes, tout simplement parce que leurs maisons vont devenir le fond d'une nouvelle mer artificielle. La végétation qui se retrouve immergée commence à pourrir et dégage des tonnes de méthane. Si bien que pendant les premières années, le côté écologique de cette énergie reste très discutable. Et le fleuve lui-même, en aval, perd le limon naturel qui fertilisait autrefois les berges et commence à ronger son propre lit, en essayant de compenser le poids qu'on lui a enlevé. Un art d'ingénierie à part, c'est l'évacuateur de crues. Quand arrivent les crues de printemps ou les pluies interminables, la retenue déborde. Si l'eau monte au-dessus du bord du barrage et commence à passer par-dessus, l'ouvrage sera détruit en quelques heures. L'eau va tout simplement éroder la base de l'autre côté, et des milliards de tonnes se déchaîneront. Pour éviter ça, on construit des canaux géants qui ressemblent à des tremplins de saut à ski, sauf qu'au lieu de gens, ce sont des milliers de tonnes d'eau par seconde qui en jaillissent. Ce jet est propulsé dans l'air sur des dizaines de mètres, plus de 100 pieds, pour que l'énergie de l'eau qui tombe se dissipe contre l'air et contre l'eau en aval, au lieu de fracasser les fondations en béton de la centrale. Un tel spectacle fait une peur sauvage, parce que tu comprends quelle force destructrice les hommes essaient de garder sous clé avec du simple ciment et du fer. Ériger un ouvrage pareil est toujours un risque financier colossal. La construction dure des décennies, et pendant ce temps, l'économie du pays peut s'effondrer plusieurs fois. Les entreprises voleront la moitié du budget et les écologistes noieront les tribunaux sous les recours. Seuls les projets supranationaux ou les États les plus riches peuvent se permettre de mener une telle construction jusqu'au bout. Et chacune de ces masses devient une cible potentielle en cas de conflit militaire. Car détruire un grand barrage hydroélectrique est une catastrophe à l'échelle planétaire, capable d'anéantir en un instant l'industrie et la vie de toute une région. Quand la construction est enfin terminée, les ingénieurs font le dernier geste, le plus délicat de tous. Ils ferment les tunnels souterrains par lesquels le fleuve faisait son détour et forcent l'eau à monter devant le mur tout juste dressé. C'est un processus qui peut durer des mois, voire des années. L'eau remplit peu à peu la gorge gigantesque et crée une pression colossale sur chaque centimètre carré de béton. Les capteurs à l'intérieur du mur enregistrent les moindres oscillations et déplacements, car sous un tel poids, même la roche la plus solide commence à fléchir un peu. Et alors, quand la retenue est pleine et que les turbines démarrent à pleine puissance, les gens reçoivent des millions de kilowatts d'énergie relativement bon marché. Mais ce mur reste là pour toujours, comme un monument éternel à l'arrogance humaine. La centrale exige une surveillance 24 heures sur 24, des dépenses d'entretien qui se chiffrent en millions et des réparations permanentes. Ce gigantesque bloc d'acier pèse plus de 160 tonnes et sa fabrication a nécessité 8 mois de travail ininterrompu. Des centaines de milliers de litres d'eau, sous une pression phénoménale, traversent chaque seconde la roue de cette turbine hydraulique. Sa réalisation est un parcours qui va du métal en fusion, coulé dans un moule, jusqu'à un fraisage d'orfèvre précis au millimètre près. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment naissent ces géants qui éclairent des villes entières. Tout commence dans la fonderie,
un lieu qui évoque davantage la forge des dieux. Pour créer une roue destinée aux plus grandes centrales hydroélectriques du monde, il faut faire fondre simultanément une quantité prodigieuse d'acier. Il ne s'agit pas d'un acier ordinaire, c'est un alliage inoxydable spécial à haute teneur en chrome et en nickel, capable de résister pendant des décennies à la cavitation et à la corrosion. Le processus de coulée constitue un moment critique. Dans un moule gigantesque, fabriqué à partir d'un mélange spécial de sable et de résine, on verse le métal liquide dont la température dépasse 1500 degrés Celsius. Imaginez la scène. Plusieurs énormes poches se penchent simultanément et une rivière de feu vient remplir le moule. Mais le plus délicat reste le refroidissement. Une pièce aussi massive ne peut tout simplement pas refroidir en une nuit. Pour éviter les fissures internes et les tensions dans le métal, la roue repose dans son moule pendant plusieurs semaines. C'est un processus lent et contrôlé, où chaque degré compte. Lorsqu'on brise enfin le moule, nous découvrons une ébauche brute et sombre, qui ne ressemble que de loin au futur chef-d'œuvre d'ingénierie. Ce bloc brut de 170 tonnes est maintenant transporté vers l'atelier d'usinage mécanique. Ici, l'attendent de gigantesques tours fraiseuses verticales. Imaginez une machine haute comme un immeuble de 3 étages, où la pièce tourne lentement, tandis que des outils de coupe surpuissants retirent centimètre par centimètre le métal superflu. À ce stade, la roue perd jusqu'à 30% de son poids initial. Ce sont des tonnes de copeaux d'acier qui tombent au sol. Mais la principale difficulté réside dans la forme des aubes. Une aube de turbine hydraulique présente une surface complexe à courbure variable, calculée par des supercalculateurs pour une hydrodynamique parfaite. Le fraisage d'une seule de ces aubes peut durer plusieurs semaines en continu. La précision ici est stupéfiante. Pour une pièce de 8 mètres de diamètre, l'écart ne peut excéder des fractions de millimètres. Si la forme est ne serait-ce que légèrement altérée, l'eau commencera à détruire le métal par cavitation. Des micro-explosions de bulles d'air capables de ronger l'acier comme du papier. Une fois que la machine a terminé le gros œuvre, vient l'heure du travail manuel. Oui, vous ne rêvez pas. Même à l'ère des robots, la finition finale de ces géants se fait à la main. Des maîtres polisseurs, équipés de masques respiratoires et de combinaisons de protection, passent des semaines à polir la surface des aubes. Ce n'est pas une question d'esthétique. Plus la surface sera lisse, plus la résistance à l'eau sera faible, et plus le rendement de la turbine sera élevé. Une roue parfaite doit briller comme un miroir. Chaque cordon de soudure, chaque micro-fissure est minutieusement contrôlé par ultrasons et rayons X. La moindre porosité à l'intérieur de la coulée pourrait mener à la catastrophe, lorsque la roue se mettra à tourner à 75 tours par minute sous la pression d'une colonne d'eau de 200 mètres de haut. La dernière étape à l'usine, et sans doute la plus cruciale, c'est l'équilibrage. La roue pèse 150 tonnes. Si un côté est ne serait-ce qu'un kilogramme plus lourd que l'autre, la rotation générera des vibrations qui pulvériseront littéralement le barrage de béton. La roue est installée sur un banc spécial, où l'on vérifie son centre de gravité. C'est un travail d'une finesse inouïe. Les ingénieurs calculent où retirer encore quelques grammes de métal, ou, au contraire, ajouter des masses d'équilibrage. Une fois l'équilibrage terminé, ce géant peut se mettre à tourner littéralement d'une simple poussée de la main. C'est la magie de la physique et du calcul de précision. Lorsque ce titan d'acier quitte enfin l'atelier de polissage final, étincelant par la surface miroir de ses aubes, les ingénieurs font face à un défi qui, par sa complexité, n'a rien à envier à la fabrication elle-même. Vous pourriez penser que le plus dur est derrière eux, mais en réalité, la véritable aventure ne fait que commencer. L'acheminement de la roue mobile vers la centrale hydroélectrique est un cauchemar logistique et, en même temps, un spectacle extraordinaire. Car il s'agit d'un objet dont le diamètre atteint 10 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 3 étages, couché sur le côté.
Aucun wagon ferroviaire standard ne peut accueillir une telle pièce. Aucun pont ordinaire sur une route ne possède un passage assez haut pour que ce géant puisse le franchir. Cet objet est si large qu'il occupe 3, voire 4 voies de circulation à la fois, rendant son transport sur les routes publiques pratiquement impossible sans une préparation logistique colossale. C'est pourquoi le chemin vers le cœur énergétique du pays commence généralement par la voie d'eau. D'immenses grues portuaires, capables de soulever des centaines de tonnes, déposent délicatement la roue sur le pont d'une barge spécialisée. C'est le moyen le plus sûr et le plus fiable pour acheminer de tels chargements. La barge progresse lentement sur les artères fluviales, franchissant écluses et grandes villes. Mais le fleuve ne peut conduire la pièce jusqu'au seuil de la salle des machines. À un certain point, sur un quai provisoire, le colosse d'acier doit regagner la terre ferme. L'attend ici un transporteur modulaire multi-essieux, une merveille d'ingénierie, montée sur des centaines de roues, chacune contrôlée individuellement. Cet engin avance à l'allure d'un piéton, environ 5 km/h, et autour de lui se déploie une véritable opération spéciale. En tête du convoi marchent des équipes de monteurs. Ils démontent provisoirement les panneaux de signalisation gênant le passage, soulèvent ou carrément coupent et retirent les lignes électriques, pour éviter que la structure de 10 mètres de haut n'accroche les câbles sous haute tension. Par endroits, il faut même élargir la chaussée ou renforcer les ponts avec des supports d'acier provisoires, car 160 tonnes de poids concentré peuvent tout simplement écraser l'asphalte ordinaire. Chaque mètre du trajet est calculé à la seconde et au millimètre près. Ce voyage peut durer des semaines, attirant des foules de badauds le long des routes, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit glisser devant sa palissade un morceau de la future histoire énergétique. Et nous voici enfin ici, au cœur même de la centrale hydroélectrique. La salle des machines nous accueille par un grondement qui fait vibrer l'air dans nos poumons. Dans le sol de la salle béant de profonds puits de béton, ce sont les puits des futurs groupes turbo-alternateurs. Vos yeux et les miens comptent parmi les derniers à voir cette roue à la lumière du jour. À l'aide d'un puissant pont roulant, elle descend lentement dans les profondeurs obscures du puits. Là, au fond, elle sera raccordée à l'arbre massif du générateur. C'est un assemblage de haute précision, où la marge d'erreur ne peut excéder l'épaisseur d'un cheveu humain. Une fois le montage achevé et tous les vannes fermés, on laissera l'eau envahir le puits. Un torrent déchaîné, tombant d'une hauteur de plus de 200 mètres, s'abattra sur ces aubes que nous avons si soigneusement polies. Et moi, je peaufine le contenu en espérant vos abonnements enthousiastes. Ces colonnes soutiennent des ponts entiers. Et me voilà au cœur d'une usine où elles sont façonnées littéralement à la main par des artisans. Chaque pilier n'est pas qu'un simple bloc de béton, mais une véritable sculpture née dans un coffrage. Je suis arrivé très tôt ce matin, alors que la brume flottait encore sur le site et qu'on entendait déjà au loin le grondement de la bétonnière. L'air embaume le mortier frais, le métal mouillé et les coffrages en bois. Suivez-moi dans l'atelier. Je vais tout vous raconter tel que je le vois, sans fioritures. Et n'oubliez pas d'indiquer de quel pays vous nous regardez. Je lis vos commentaires avec passion. La première chose qui frappe le regard, ce sont ces gigantesques moules métalliques. Ils se dressent en rangée, chacun mesurant plus de 20 mètres de long et près de 2 mètres de large. Les ouvriers les nettoient et les enduisent d'une huile spéciale pour que le béton se démoule ensuite sans difficulté. Je me suis approché et j'ai touché. Froid, lourd, comme la carapace d'une bête préhistorique. À l'intérieur des moules, ils commencent déjà à installer l'armature. Ce ne sont pas de simples barres, mais un véritable squelette de tiges d'acier épaisses,
chacune d'un diamètre de 2 cm. On les soude et les lie à la main avec du fil de fer pour que l'ensemble tienne solidement. Un tel ferraillage pèse plusieurs tonnes et on le soulève à la grue, lentement, comme si quelqu'un déposait avec précaution un squelette dans un corps. Je reste là, pensif. Combien de travail dans chaque centimètre? Ensuite vient le béton. On le prépare dans d'immenses malaxeurs et ici les proportions sont précises comme en pharmacie. Pour une part de ciment, on prend 3 parts de sable, 4 parts de gravier et un peu d'eau avec des adjuvants qui rendent le mélange fluide. Un ouvrier casqué me montre le pupitre de commande. L'automatisation dose tout au gramme près, car une erreur d'1% peut compromettre toute la gâchée. Le mélange coule comme une rivière grise, épais et collant, guidé directement dans le moule par des goulottes. J'entends ses gargouillements et ses clapotis, comme s'il était vivant. Et pour éviter que l'air ne reste emprisonné à l'intérieur, on active les vibrateurs. Il secoue le moule si fort que le sol tremble sous mes pieds. Le béton se tasse, remplit chaque recoin, et la colonne prend forme peu à peu. Vient maintenant le plus intéressant, la maturation. Les moules sont refermés et envoyés dans une chambre spéciale où la température est maintenue à 25 degrés Celsius avec une humidité élevée. Ils y restent au moins 7 jours. J'ai jeté un œil à l'intérieur par le hublot. C'est silencieux, seuls les ventilateurs bourdonnent. Pendant ce temps, le béton durcit et devient si résistant qu'il peut supporter des charges de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Les ouvriers plaisantent en disant qu'en une semaine, la colonne devient adulte et ne craint plus ni la pluie ni le gel. Et moi, je reste là, à imaginer comment elle partira ensuite sur le chantier d'un pont, quelque part au-dessus d'une rivière, pour devenir partie intégrante de quelque chose d'immense. Lorsque le temps s'écoule, les moules s'ouvrent. La grue soulève les coffrages. Et la voilà, une colonne achevée, lisse, grise, qui brille au soleil. Mais ce n'est pas encore terminé. On la contrôle. Un ouvrier muni d'un marteau tape légèrement sur la surface, écoute le son. S'il résonne clairement, c'est qu'il n'y a pas de cavité à l'intérieur. Ensuite, on mesure la longueur. Exactement 21 mètres et 5 cm, comme prévu dans le projet. Et puis, on effectue des essais de résistance. On découpe un petit cube que l'on comprime jusqu'à ce qu'il se fissure. Les chiffres montrent que tout est conforme. La résistance dépasse même les exigences. J'ai essayé moi-même de frapper dessus. Le son d'une cloche, parole d'honneur. Après les contrôles, les colonnes sont acheminées vers l'entrepôt. Là, on les dispose horizontalement sur des supports spéciaux pour qu'elles ne se fissurent pas sous leur propre poids. Une de ces pièces pèse près de 100 tonnes, alors les véhicules de transport sont de véritables mastodontes à une dizaine de roues. J'ai vu le chargement de l'une d'elles, lentement, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un nourrisson. Et juste à côté, 5 autres attendaient, prêtes à partir. L'usine en produit plusieurs par semaine, et chacune est destinée à son propre chantier. Tantôt un nouveau pont, tantôt un viaduc, tantôt un bâtiment industriel. J'ai refait le tour de l'atelier une dernière fois, de la bétonnière à l'entrepôt, et mes mains tremblent d'enthousiasme. Ici, tout sent le ciment et le métal, et les gens travaillent avec une telle coordination qu'on dirait une grande machine, mais vivante. Et vous savez ce qui est le plus drôle ? Je pensais que le béton, c'était quelque chose d'ennuyeux et de gris. Mais en réalité, il y a derrière lui tant de précision et de puissance qu'on a envie de tirer son chapeau devant chaque ouvrier. C'est ainsi que naissent ces colonnes qui porteront ensuite les ponts. Je suis resté encore 1 heure, juste pour voir couler le prochain lot. Et je prévois déjà de revenir quand ils partiront pour le montage. Les amis, si ça vous a plu, dites-moi en commentaire où aller encore en visite. Moi, je vous dis à bientôt dans les usines. Portez-vous bien
et que vos ponts tiennent toujours solidement. Et encore un petit mot, car je n'ai pas eu le temps de tout raconter. Quand la colonne est sortie du moule, on la traite parfois à la vapeur sous haute pression pour rendre la surface encore plus lisse. Ça ajoute quelques jours, mais le résultat en vaut la peine. J'ai tenu dans mes mains un petit morceau de béton fini, lourd comme de la pierre et qui ne s'effrite pas du tout. L'ouvrier m'a expliqué qu'une telle colonne peut durer 100 ans et plus si tout est fait dans les règles de l'art. Et puis, il marque chacune d'elles, numéro, date, lot, pour savoir ensuite précisément où elle ira. J'ai photographié l'une de ces marques de près pour que vous puissiez voir vous aussi à quel point tout cela est sérieux. Sur le chantier, ces colonnes sont levées par des grues qui sont en soi des merveilles de technologie et mises en place avec une précision millimétrique. Ensuite, on les relie aux poutres et aux dalles. Et voilà qu'une structure entière soutient la route au-dessus de l'eau. J'ai vu des photos du montage. Les colonnes ressemblent à des soldats au garde-à-vous, alignés et inébranlables. Ici, à l'usine, j'ai compris combien d'éléments doivent s'assembler pour que tout soit parfait. De la qualité du sable à la température dans la chambre de cure, chaque détail compte. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est la façon dont ils économisent les matériaux. Les moules sont réutilisables, on s'en sert des centaines de fois. Et les déchets de béton sont recyclés. Rien ne se perd. J'ai parlé avec un ingénieur. Il m'a montré le plan. Tout est calculé pour que les coûts soient minimaux et la solidité maximale. Ces ponts portent sur leurs épaules un pays tout entier. Les États-Unis en comptent exactement 623 193, selon le National Bridge Inventory. Imaginez, chaque jour, plus de 163 millions de trajets automobiles s'effectuent précisément sur des ponts déjà en mauvais état. Les gens se précipitent au travail, transportent des marchandises, partent en voyage. Et aucun d'eux ne se doute que sous leurs roues se trouvent des structures qui ont depuis longtemps dépassé leur durée de vie. L'âge moyen d'un pont américain est de 47 ans, alors que sa durée de conception n'est que de 50 ans. Autrement dit, la plupart sont déjà à la limite. Voilà, je me dirige vers ma voiture, et tout ce que j'ai vu tourne encore dans ma tête. L'usine fonctionne à plein régime, et plusieurs colonnes attendent encore leur tour. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite. Si vous voulez davantage de reportages comme celui-ci, likez et abonnez-vous, car il reste encore plein d'endroits passionnants à découvrir. À bientôt les amis, et que vos routes mènent toujours là où il faut. Si vous voulez comprendre de quoi est fait le Mexique moderne, il faut vous rendre à Monterrey. C'est la ville de l'acier, le Chicago mexicain, où l'horizon est dominé non pas par des palmiers, mais par les cheminées de gigantesques usines. C'est ici, dans les fours de l'entreprise Ternium, qu'est né le squelette de l'un des projets les plus ambitieux de l'humanité, le pont de Baluarte. Notre visite commence dans l'atelier où l'air vibre de chaleur. Ici, il ne fait pas simplement chaud, ici règne l'énergie d'une planète en fusion. Nous nous tenons près du four à arc électrique. Lorsque les électrodes plongent dans la charge, retentit un tonnerre assourdissant, tandis que des gerbes d'étincelles aveuglantes frappent les murs. Ici, à Monterrey, on coulait un alliage spécial à haute résistance, capable de supporter le poids du pont et les charges de vent furieuses dans les montagnes. Je vois l'acier incandescent se déverser dans les moules. Ce sont les futures sections des pylônes. Pour le pont Baluarte, l'acier n'a pas simplement été fondu. Il a été créé comme un matériau composite capable de résister à des pressions et des torsions extrêmes. À Monterrey, dans des usines comme Ternium, le processus de fusion pour de tels ouvrages se transforme en chirurgie stérile à grande échelle. Tout commence dans les fours à arc électrique.
Contrairement aux hauts fourneaux classiques qui utilisent du coke, l'acier y est fondu grâce à des décharges électriques d'une puissance phénoménale. Cela permet d'atteindre des températures supérieures à 1650 degrés Celsius en quelques minutes à peine. Mais la véritable prouesse réside dans le traitement hors four. Pour le pont de Baluart, il fallait un acier à faible teneur en carbone, mais riche en éléments micro-alliés. Le métal en fusion est introduit dans une chambre à vide spéciale, où l'on extrait littéralement par aspiration les gaz dissous, hydrogène et azote. Si la moindre bulle microscopique d'hydrogène subsiste dans le métal, elle créera lors du refroidissement une fissure interne, un flocon. Pour un pont suspendu au-dessus d'un gouffre de 400 mètres, c'est une condamnation à mort. On ajoute au métal en fusion des ingrédients secrets, du niobium et du vanadium en microdose. Ils agissent comme des affineurs de grains. Dans l'acier ordinaire, la structure cristalline est grossière. Ces éléments forcent le métal à former une structure à grains fins. L'acier devient ultra solide, tout en restant ductile. C'est crucial pour la Sierra Madre, où surviennent des tremblements de terre. Le pont ne doit pas être cassant. Il doit plier sans rompre. Lorsque les énormes plaques d'acier sortent du four, on ne se contente pas de les laminer en feuilles. L'usine de Monterrey utilise une technologie fascinante. L'acier passe entre des cylindres à des températures strictement contrôlées, puis est refroidi instantanément par de l'eau sous haute pression. Cela trempe le métal au niveau moléculaire tout en lui donnant sa forme. On obtient ainsi de l'acier X65 ou X70, si résistant qu'il permet de réduire l'épaisseur des parois des pylônes, diminuant le poids total du pont sans compromettre sa capacité portante. Un atelier entier est dédié au haubans. Le pont Baluart est un pont à haubans, maintenu par des câbles d'acier. Mais « câble » est un mot trop faible. Il s'agit de faisceaux composés de dizaines de fils d'acier à haute résistance, chacun recouvert d'une couche anti-corrosion. Les ingénieurs nous expliquent. Un hauban, c'est le tendon du pont. Il doit être suffisamment souple pour jouer avec le vent et suffisamment solide pour soutenir des milliers de tonnes de béton et d'asphalte au-dessus du vide. Le fil d'acier est étiré à travers des filières en diamant, devenant fin mais incroyablement résistant. Mais voyons le processus depuis le début. La fabrication des câbles de hauban pour un géant tel que le pont Baluart ressemble à la création d'une armure multicouche, où chaque niveau de protection remplit une fonction absolument vitale. Tout commence par le traitement des fils d'acier individuels qui constituent la base de l'ensemble de la structure. Chacun de ces filaments fins à haute résistance subit une galvanisation à chaud. À la surface du métal se forme un alliage stable qui devient la première et la plus importante barrière contre la corrosion. Même si les couches extérieures venaient à être endommagées, le zinc jouerait le rôle d'anode sacrificiel, s'oxydant à la place de l'acier et empêchant la rouille de détruire la structure du fil. Après galvanisation, des centaines de ces fils sont réunis en puissants faisceaux, mais entre eux subsistent inévitablement de microscopiques cavités. Pour éliminer totalement toute présence d'air ou de condensation à l'intérieur du câble, tout l'espace interne entre les fils est rempli sous pression d'une cire technique spéciale ou de paraffine hautement purifiée. Cette substance possède des propriétés hydrofuges et demeure souple même lors d'importantes variations de température, caractéristique des hautes altitudes de la Sierra Madre. La paraffine agit comme un lubrifiant scellant interne. Elle évite que les fils ne frottent les uns contre les autres lors des oscillations du pont sous l'effet du vent, tout en créant un rempart infranchissable contre l'humidité susceptible de provoquer une corrosion interne insidieuse. Vous voyez ces bobines d'acier gigantesques, prêtes à prendre la route. Chaque section de pylône pèse plusieurs dizaines de tonnes
et chacune porte la marque Baluart. C'est leur passeport pour l'immortalité. Et le passeport vers l'immortalité de notre chaîne, c'est votre abonnement. N'hésitez pas les amis. Nous quittons à présent l'industriel Monterrey pour nous enfoncer vers l'ouest, dans les montagnes de la Sierra Madre. Ici commence un territoire que les habitants appellent Espinazo del Diablo, l'échine du diable. Une route étroite, sinueuse, où d'un côté se dresse une paroi verticale et de l'autre s'ouvre un gouffre de 400 mètres. Imaginez la scène. Vous êtes au volant d'un semi-remorque, sur la plateforme duquel repose une section d'acier de 20 mètres de long. Vous devez négocier des centaines de virages en épingle. La logistique du Baluart a été un exploit quotidien. Les roues des poids lourds frôlaient le bord du précipice et les conducteurs travaillaient à la limite du possible. Nous empruntons l'un de ces lacets. La poussière est ocre et fine, elle colmate les radiateurs et les freins des camions hurlent sous l'effort. Pour acheminer une seule section de pylône, il nous a fallu 3 jours à travers ces gorges, raconte le chauffeur d'escorte. L'acier de Monterrey avançait lentement, mètre par mètre, là où personne n'avait jamais construit. Nous arrivons sur le chantier. Ici, la tête nous tourne. Nous nous tenons au bord du canyon de Baluart. En contrebas, à 403 mètres de profondeur, coule une petite rivière qui, d'ici, ressemble à un fil d'argent. C'est comme poser la tour Eiffel au fond d'un gouffre, et son sommet n'atteindrait toujours pas le tablier du pont. La scène principale de notre reportage, l'assemblage d'une section d'acier. Une énorme poutrelle d'acier est suspendue à la grue. Le vent dans les montagnes est traître. Il peut frapper soudainement, transformant cette pièce de 50 tonnes en pendule géant. Les ingénieurs, lasers télémétriques en main, retiennent leur souffle. Une erreur d'1 millimètre et le verrou ne se fermera pas. On entend le crépitement métallique des talkies-walkies et le mugissement du vent dans les haubans. Lorsque la poutre d'acier s'insère enfin dans ses logements et que les ouvriers commencent à serrer les premiers boulons, un cri de victoire déchire l'air. C'était un combat de l'homme contre la gravité. Le pont s'est construit simultanément depuis les 2 rives, pour se rejoindre au milieu. Quand les 2 moitiés de l'épine dorsale se sont enfin unies au-dessus du vide, le Mexique a retenu son souffle. Ce n'était pas un simple assemblage, mais l'apprivoisement d'un gouffre diabolique. Aujourd'hui, le pont de Baluart est un voilier blanc parmi les montagnes cendrées. Ses pylônes, de 169 mètres de hauteur, scintillent au soleil. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Autrefois, le trajet entre les États de Durango et Sinaloa à travers l'épine du diable prenait 6 heures épuisantes de conduite périlleuse. Aujourd'hui, ce même trajet se compte en minutes. Le pont de Baluart est le maillon central d'une autoroute qui relie l'Atlantique au Pacifique. Vous voyez ce qui se dresse derrière moi ? Ce n'est pas un simple pont enjambant une rivière, c'est le ruban de lumière. Nous sommes à Los Angeles, sur le nouveau viaduc de la 6e rue, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la façon dont l'acier brut est devenu une œuvre d'art raffinée. Vous êtes-vous déjà demandé comment de simples barres de fer se transforment en ces arches blanches parfaites qui semblent danser au-dessus de l'autoroute ? J'ai parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à des ateliers secrets où l'on dompte le métal pour vous montrer comment est né ce nouveau symbole de la Californie. C'est parti. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il nous a fallu quitter Los Angeles ensoleillé et aller bien au-delà. L'acier d'un tel pont ne s'achète pas dans un magasin de bricolage. Il a été préparé dans des ateliers spécialisés où se dressent des presses capables d'écraser un char sans même chauffer. Un hangar immense où flottent les odeurs d'huile brûlante et de copeaux métalliques. Là reposent les ébauches, d'énormes poutres d'acier droite,
dont l'épaisseur des parois fait réfléchir aux limites de la force humaine. Le viaduc s'étend sur plus de 1066 mètres. Il franchit 18 voies ferrées, une rivière et l'autoroute 101. Le problème du Sixth Street Viaduct, c'est que l'architecte Michael Maltzahn ne voulait pas d'un pont simple. Il voulait ce que les ingénieurs appellent un cauchemar éveillé. Chacune des 10 paires d'arches n'est pas qu'une simple courbe. C'est une courbe tridimensionnelle. Comment transformer une poutrelle droite et froide en une forme parfaite et fluide? Ici, la chaleur ne sert à rien. C'est la force pure et froide qui opère. Je me tenais près d'une presse hydraulique dont la puissance se mesure en milliers de tonnes. Voici comment cela fonctionne. Une massive pièce d'acier est serrée dans un étau et un énorme piston commence lentement, millimètre par millimètre, à enfoncer le métal dans le moule. Vous entendez ce son? C'est ce grondement sourd qui fait vibrer vos dents. L'acier résiste, il gémit, mais sous la pression de milliers d'atmosphères, il est contraint de céder. Voilà ce qu'est le véritable dompte de la matière. Et maintenant, le plus intéressant. Lorsque j'ai regardé les plans pour la première fois, j'ai pensé que l'ingénieur avait simplement eu un geste malheureux. Ces arches ne sont pas verticales. Chacune des 10 paires est inclinée de 9 degrés vers l'extérieur. Vous allez demander, et alors? Elles sont inclinées, voilà tout. Mais pour la physique, c'est une catastrophe. Quand une arche se tient droite, tout le poids descend vers le bas. Quand elle est inclinée, elle tente constamment de basculer sur le côté sous son propre poids. Cela crée une torsion inimaginable. Pour éviter que le pont ne s'effondre, les ingénieurs ont dû créer un système complexe de tensions internes. Les nervures d'acier à l'intérieur des arches sont si résistantes qu'elles se maintiennent littéralement par la seule force de leur pression interne. Lorsque j'ai marché sur le pont achevé et que j'ai touché ces surfaces blanches, j'ai ressenti l'énergie tendue de millions de tonnes figées dans un équilibre parfait. C'est le triomphe des mathématiques sur la gravité. L'assemblage du Sixth Street Viaduct, c'est un thriller à part entière. Sous le pont, ce n'est pas le désert. C'est là que passe la L.A. River, ce même canal de béton où Arnold Schwarzenegger fonçait à moto dans. C'est aussi là que passent des dizaines de voies ferrées, empruntées par des trains à chaque minute. Impossible d'interrompre le trafic. À l'intérieur de ces arches et du tablier se cachent 8200 tonnes d'acier haute résistance. C'est le poids d'environ 4000 SUV ou de 10 gros avions de ligne. J'ai vu des images de ces segments d'acier géants installés de nuit. D'immenses grues soulevaient les nervures blanches des arches, pesant des centaines de tonnes, et les ajustaient avec une précision d'orfèvre au pilier. Une erreur d'1 centimètre aurait signifié que l'arche ne se refermerait pas au point le plus haut. C'était une partie de Lego géante, où chaque pièce coûte des millions, et en dessous, une voie ferrée en activité. Le spectacle était cosmique. Les projecteurs déchiraient le ciel nocturne au-dessus de la ville. Les étincelles de soudure tombaient comme de petites météorites. Et au-dessus de la rivière, s'élevait lentement l'épine dorsale d'acier de la nouvelle cité. Lorsque le dernier maillon fut mis en place, Los Angeles reliait enfin Boyle Heights, cœur de la culture latino-américaine, au gratte-ciel étincelant du centre-ville. La construction a nécessité plus de 45 000 mètres cubes d'un mortier de béton spécialement conçu. Ce volume aurait suffi à remplir 18 piscines olympiques. Le pont comporte 10 paires d'arches, soit 20 segments au total. Les plus hautes atteignent 18 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Mais Los Angeles se trouve en zone sismique. Le pont doit donc être non seulement élégant, mais aussi flexible. Sous sa base sont installés 32 gigantesques amortisseurs à triple pendule.
Ils permettent à la structure de se déplacer de 76 cm dans n'importe quelle direction, lors d'un séisme puissant, sans subir de dommages. Cette technologie garantit que le pont résistera au Big One, prévu en Californie une fois tous les 1000 ans. Pourquoi ce pont est-il si important? Si vous avez joué à GTA V ou regardé Fast and Furious, Grease ou L'Arme Fatale, vous connaissez l'ancien Sixth Street Bridge. C'était une icône du cinéma, mais il s'est littéralement effondré sous les yeux de tous à cause d'une réaction chimique dans le béton. Il a été démoli et la ville a pleuré sa perte. Le nouveau viaduc incarne la réponse de Los Angeles aux défis de notre époque. Il n'est pas simplement fait de béton, mais de cet acier à haute résistance dont nous avons parlé. C'est un pont phénix. Son allure futuriste évoque l'an 2050. Ses 10 arches symbolisent une étreinte reliant les différentes communautés. L'ancien Sixth Street Bridge a tenu 84 ans, avant que la maladie du béton ne commence à le ronger. Le nouveau viaduc est conçu pour durer un siècle. Grâce à l'utilisation d'acier moderne, avec revêtement anti-corrosion et d'une composition spéciale de béton, ce pont aspire à devenir un symbole éternel de la ville. Le soir venu, lorsque l'éclairage s'allume, les arches se mettent à rayonner d'une lumière blanche douce. C'est pourquoi on l'appelle le ruban de lumière. L'acier cesse alors d'être une force brute. Il devient éphémère, léger, comme s'il était sans poids. Mais nous connaissons la vérité. Derrière cette légèreté se cachent des milliers de tonnes de pression, des inclinaisons à 9 degrés et les nuits blanches des ingénieurs. L'ensemble du projet a coûté à la ville la somme vertigineuse de 588 millions de dollars. C'est le projet de pont le plus coûteux et le plus ambitieux de l'histoire de Los Angeles. Pour vous donner une idée, avec cette somme, on aurait pu construire plusieurs échangeurs autoroutiers classiques, mais Los Angeles a choisi l'art, figé dans l'acier et le béton. Voilà mes amis, voilà cette histoire. La prochaine fois que vous regarderez un film sur Los Angeles et que vous apercevrez ces arcs blancs, pensez à cette presse dans l'atelier et à ces 9 degrés qui ont failli rendre fous les ingénieurs. L'acier n'est pas qu'un simple matériau. C'est une volonté, figée dans le métal. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite virtuelle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire, quel est selon vous le pont le plus impressionnant au monde? À très bientôt dans la prochaine vidéo. Cette machine alimente toute une ville. Me voilà devant les grilles de fer de l'usine. Et déjà, je ressens cette conscience qui m'envahit. Derrière ces murs, on fabrique des machines qui fournissent littéralement l'électricité à des millions de gens. Aujourd'hui, nous visitons une usine de transformateurs de puissance. Des gros, des très gros. Le genre dont un seul exemplaire pèse autant que 300 voitures ordinaires. Pas mal, n'est-ce pas? Et bon sang, j'ai déjà hâte d'entrer. Vous êtes prêts à découvrir ce nouveau monde avec moi? Alors allons-y, on nous attend. Avant d'entrer, quelques mots sur ce qu'est un transformateur de puissance et pourquoi il est indispensable. Toute l'électricité qui arrive chez vous a parcouru un long chemin. La centrale produit du courant à une tension relativement basse, puis un transformateur l'élève à, disons, 330 000 volts. Et c'est à cette tension que l'énergie voyage sur des centaines de kilomètres de câbles. Car plus la tension est élevée, plus les pertes sont faibles. Près de la ville, un autre transformateur abaisse cette tension à un niveau adapté au réseau et aux besoins domestiques. Sans cette chaîne, rien.
Ni lumière, ni café, ni téléphone chargé. J'entre dans l'usine, et ce qui frappe d'emblée, ce sont les dimensions de l'atelier. Le plafond culmine à quelques 25 mètres, la largeur de la travée, près de 70 mètres. Et partout, des ponts roulants, car ici, littéralement, rien ne se soulève à la main. Le poids des pièces commence à quelques tonnes et finit dans les centaines. On me dit que le plus gros transformateur fabriqué ici pesait 420 tonnes en état de remplissage. J'essaie de saisir ce chiffre et n'y parviens pas. Tout commence par le circuit magnétique. C'est le cœur du transformateur. On le fabrique en acier spécial laminé à froid à structure granulaire orientée. L'épaisseur d'une tôle, de 0,27 à 0,35 mm. C'est 5 à 6 fois plus fin qu'un cheveu humain. Les tôles sont découpées sur des lignes spécialisées et chacune est obligatoirement recouverte d'une fine couche de vernis isolant. Sinon, des courants de Foucault se forment entre les plaques et toute la structure chauffe, transformant l'énergie électrique en chaleur au lieu de la transmettre. Ensuite, ces tôles sont empilées en paquets, l'une sur l'autre avec un décalage de quelques centimètres pour que les joints ne coïncident pas. Cette technique s'appelle le recouvrement oblique et elle réduit considérablement les pertes dans l'acier. Cela ressemble à un assemblage de puzzle très méthodique et monotone. Si ce puzzle pesait plusieurs tonnes et nécessitait une précision au dixième de millimètre. Les ouvriers à ce stade portent des gants, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne laisser aucune trace de graisse sur la surface, car cela affecte les propriétés magnétiques. Un détail qui compte. Le circuit magnétique achevé est serré par des tiges de compression et immédiatement vérifié. On mesure la géométrie. L'écart ne doit pas dépasser 2 mm par mètre de hauteur. Vient ensuite l'essai préliminaire à vide. On applique une tension réduite au circuit magnétique et l'on mesure le courant de magnétisation ainsi que les pertes. Si les valeurs sortent de la tolérance, on cherche la cause et l'on recommence. Personne n'a envie de découvrir un problème après l'installation dans un poste situé à 300 km de l'usine. Les enroulements, prochaine grande étape, est sans doute la plus laborieuse. C'est ici que l'on bobine le fil de cuivre ou d'aluminium et selon le niveau de tension, il peut être très différent. Pour l'enroulement basse tension, un fil rectangulaire épais d'une section parfois de 200 ou 300 mm². Pour l'enroulement haute tension, un fil plus fin, mais l'isolation est sérieuse. Chaque couche d'enroulement est recouverte de papier ou d'un ruban isolant spécial, et l'épaisseur totale de l'isolation entre les enroulements peut atteindre plusieurs dizaines de millimètres. Les enroulements sont bobinés sur des machines horizontales à commande numérique. La machine maintient la tension du fil programmée, compte les spires, respecte l'angle de pose. Mais aux étapes finales, il y a toujours un opérateur à proximité. Il vérifie la disposition de chaque couche. Car la moindre bulle d'air ou pli dans le papier constitue un point de claquage évident lors des essais. Et un claquage sous 220 000 volts, ce n'est beau que de loin et en vidéo. Une fois les enroulements terminés, on les enfile sur les noyaux magnétiques et on les fixe avec des pièces d'écartement. L'élément actif assemblé, le circuit magnétique avec les enroulements, est chargé dans un four spécial de séchage. La température y atteint environ 110 degrés Celsius. La durée de séchage varie de 40 à 80 heures selon la taille du transformateur. L'objectif ? Éliminer toute l'humidité de l'isolation en papier, car l'humidité réduit drastiquement la tension de claquage et accélère le vieillissement. Après le four, l'humidité du papier doit être inférieure à 0,5%. On vérifie cela en mesurant la résistance d'isolement et la tangente de l'angle de perte diélectrique.
Deux valeurs qui en disent plus aux spécialistes sur l'état de l'isolation que n'importe quel examen visuel. Parallèlement au séchage, on prépare la cuve. La cuve, c'est le corps du transformateur, et ce n'est pas non plus une simple boîte en fer. Les parois sont soudées à partir de tôles d'une épaisseur de 10 à 25 mm, renforcées par des nervures de rigidité, auxquelles on soude des radiateurs de refroidissement. Un grand transformateur peut comporter 8 à 10 panneaux de radiateurs de plusieurs mètres de haut chacun. Et toute cette construction doit résister au vide et à la pression de l'huile sans la moindre fuite. Avant l'assemblage, la cuve est obligatoirement sablée et peinte à l'intérieur, car toute trace de rouille dans l'huile compromet la longévité de l'ensemble. Après séchage, les éléments actifs sont descendus dans la cuve, à nouveau à l'aide d'un pont roulant, et l'on commence à remplir d'huile de transformateur. L'huile remplit ici deux fonctions simultanées, le refroidissement et l'isolation supplémentaire. Le remplissage s'effectue sous vide, car même les microbules d'air dans l'huile constituent autant de points de décharge. Le processus de remplissage d'un grand transformateur prend 12 à 16 heures. Le volume d'huile peut atteindre 30 à 50 000 litres. Pour donner une idée de l'échelle, c'est comme remplir 4 à 5 piscines de taille moyenne. Et voilà enfin, les essais. C'est ma partie préférée, car c'est là que tout devient véritablement effrayant et captivant à la fois. Le transformateur est transporté dans un laboratoire blindé spécial, une vaste pièce en cage de Faraday, et les vérifications commencent. On mesure d'abord les coefficients de transformation, la résistance des enroulements, le courant à vide. Puis viennent les essais à tension élevée. On applique sur l'enroulement une tension plusieurs fois supérieure à la tension nominale. Pour un transformateur de classe 220 kV, la tension d'essai peut atteindre 4 à 500 kV. S'il tient 1 minute sans claquage, c'est bon. S'il ne tient pas, on repart de zéro. Et vous, revenez à la vidéo et abonnez-vous. Mais le plus spectaculaire, c'est l'essai au choc de foudre. Un générateur spécial crée une impulsion de tension qui imite un coup de foudre. Montée de la tension en 1 à 2 microsecondes, puis décroissance progressive. L'amplitude va de 500 à 1500 kV selon la classe du transformateur. Tout cela se produit en quelques microsecondes. Il n'y a pas grand-chose à photographier. Un éclair, un claquement, et l'oscilloscope enregistre le résultat. Si la forme de l'impulsion, après le transformateur, diffère de l'étalon, une décharge s'est produite à l'intérieur. Alors commence un véritable travail de détective. Où et quoi? Parfois il faut 1 an pour trouver la réponse, parfois on doit démonter une partie de la structure. Cet objet pèse plusieurs tonnes. Il fonctionne sans interruption, pendant des décennies. Et vous n'y avez jamais consacré une seule seconde de réflexion. Pourtant, à cet instant même, il pompe l'eau dans votre ville, ou du pétrole quelque part sous terre, ou de la boue sur un chantier. La pompe industrielle, c'est le cœur de l'infrastructure, qui bat là où l'homme est rentré chez lui depuis longtemps. Mais comment la fabrique-t-on au juste? Par où commence ce monstre? La réponse se trouve là où on ne l'imaginerait pas, dans un entrepôt crasseux, avec des montagnes de ferraille rouillées. Et le chemin de cette ferraille jusqu'à la pompe achevée, c'est toute une épopée de feu, de milliers de degrés et de précision au centième de millimètre près. Ne partez pas, il y a un moment que vous n'allez vraiment pas voir venir. Tout commence non pas dans un atelier rutilant, mais dans un entrepôt immense et légèrement rouillé où s'amoncellent des montagnes de métal. Le matériau principal de nos futurs cœurs, la fonte.
Pas n'importe laquelle, une fonte spéciale, à haute résistance. Elle arrive ici sous forme de lingots massifs et lourds qui attendent leur renaissance dans le feu. À côté reposent des ferrailles, vieilles pièces, restes de coulées antérieures. Tout cela constitue la matière première. Une grue géante équipée d'un énorme électroaimant semblable à une soucoupe volante s'abat dans un fracas sur ce tas, saisit plusieurs tonnes de métal et les emporte vers la gueule de notre premier monstre, le four à induction. Préparez-vous maintenant à la fournaise. Le four à induction est essentiellement un creuset géant entouré de puissantes bobines de cuivre. Lorsque la grue y déverse des tonnes de métal froid et que l'opérateur enclenche le courant, il se produit quelque chose d'incroyable. Un champ électromagnétique intense traverse le métal et commence à le chauffer de l'intérieur. Sans flamme, sans fumée, le métal se met à vibrer, à rougir, et en 1 heure ou 2, toute cette masse se transforme en un lac bouillonnant et aveuglant de fonte liquide à plus de 1400 degrés Celsius. Dans ce bain de fusion, tel un chef cuisinier, on ajoute des épices, des éléments d'alliage, pour lui conférer la résistance et la résistance à la corrosion requise. Pendant que le métal fond, dans une autre partie de l'atelier appelée salle de moulage, un véritable art prend forme. C'est ici que l'on crée le négatif de notre future pompe. La base, un sable spécial, extrêmement fin, mélangé à des résines. On commence par fabriquer en bois ou en plastique un modèle exact de la pièce de pompe, par exemple son corps massif en forme d'escargot. Ce modèle est ensuite recouvert de sable dans de grandes caisses métalliques appelées châssis de moulage. Le sable est soigneusement tassé jusqu'à durcir comme de la pierre, épousant fidèlement chaque courbe du modèle. Le moule est alors démonté, le modèle retiré, et il nous reste une cavité à l'intérieur du bloc de sable. L'empreinte parfaite de notre pièce. C'est un travail d'une minutie incroyable, car la qualité de ce moule détermine la précision de la future coulée. Et voilà l'instant culminant. Une gigantesque poche, remplie de milliers de kilos de feu liquide aveuglant, s'approche lentement de notre moule de sable. Les fondeurs, vêtus de combinaisons réfractaires argentées qui évoquent des scaphandres, inclinent prudemment la poche et un puissant torrent de métal en fusion s'écoule par un orifice spécial du moule appelé système de coulée. Le spectacle est envoûtant. Un fleuve de soleil emplit les ténèbres du moule, grésille, projette des gerbes d'étincelles. Il faut couler vite et uniformément pour éviter que des bulles d'air ne se forment à l'intérieur. Une fois le moule rempli, on le laisse refroidir. Et ce ne sont pas des heures, mais des jours. Cette masse énorme de métal enfouie dans le sable doit refroidir très lentement, afin d'éviter les tensions internes. Quelques jours plus tard, lorsque tout a refroidi, vient le moment de la naissance. Dans un fracas de tonnerre et des nuages de poussière, on brise le moule de sable et notre pièce voit le jour. Noire, rugueuse, recouverte d'une couche de sable durci et de calamine. Elle n'est pas encore belle, hérissée de restes de métal provenant des canaux de coulée. Ce n'est qu'une ébauche pesant plusieurs tonnes. On l'envoie d'abord dans une chambre de grenaillage, où elle est bombardée de tous côtés par des millions de minuscules billes d'acier qui décapent toute la crasse et lui confèrent une surface propre et mate. Puis les ouvriers, armés de torches à plasma et de meuleuses, découpent tout le superflu. Notre pièce moulée, désormais propre mais encore imprécise, pénètre alors dans le royaume de la précision, l'atelier d'usinage. Ici règnent de gigantesques machines à commande numérique. Une grue immense dépose notre corps de pompe sur la table d'une fraiseuse grande comme une pièce. Et la machine s'éveille.
Une énorme fraise tournant à vitesse folle entame sa danse. Dans un sifflement et un grincement, elle enlève couche après couche, millimètre après millimètre, transformant la surface grossière en une perfection lisse. Elle taille les logements de roulement, les brides pour les tuyaux, les trous de fixation, tout avec une précision au centième de millimètre près. C'est comme le travail d'un sculpteur, sauf qu'au lieu d'un ciseau, c'est une fraise, et au lieu du marbre, plusieurs tonnes de fonte. Pendant que le corps s'usine sur d'autres machines, on tourne dans de l'acier inoxydable ou du bronze la pièce maîtresse de la pompe, la roue à aube ou impulseur. C'est une pièce complexe aux pales incurvées, dont la forme est calculée avec une précision aérodynamique. C'est elle qui mettra le liquide en rotation et créera la pression. Lorsque toutes les pièces sont fabriquées et ont passé un contrôle qualité rigoureux, commence l'étape finale, l'assemblage. Ce n'est plus un atelier bruyant, mais une zone propre et lumineuse qui ressemble à une salle d'opération. Des monteurs chevronnés, tels des chirurgiens, commencent à assembler notre géant. Dans le corps massif, ils installent l'arbre, y montent des roulements de la taille d'une assiette, fixent la roue de travail, posent les joints d'étanchéité qui empêcheront le liquide de s'infiltrer. Chaque boulon est serré avec une clé dynamométrique spéciale, selon un couple de serrage précisément défini. Après l'assemblage, chaque pompe est envoyée sur un banc d'essai. C'est son examen de sortie. On la raccorde aux canalisations, on la remplit d'eau et on la met en marche. Des dizaines de capteurs enregistrent pendant plusieurs heures tous les paramètres. Pression, débit, vibration, température des roulements. Ce n'est que si tous les indicateurs correspondent parfaitement au calcul que la pompe obtient son certificat de qualité. Et le certificat de qualité de cette chaîne, ce sont vos abonnements. Alors appuyez sur le bouton s'abonner et restons en contact. Et la touche finale, la peinture. Une fois prêt et testé, le moteur pompe reçoit plusieurs couches d'une robuste peinture époxy, généralement d'un bleu vif ou d'un rouge éclatant. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une carapace épaisse et fiable qui le protégera de la corrosion pendant des décennies. Et voilà qu'après ce long et complexe parcours, depuis le métal en fusion dans le four jusqu'à cette dernière couche de peinture, naît ce cœur d'acier. Il est prêt à rejoindre son poste de travail pour pomper, en silence et à l'abri des regards, pendant des années sans interruption, l'eau, le pétrole ou les boues. Discret, mais absolument irremplaçable dans notre monde moderne.